Les titres de ce 22h. Les travailleurs de la SDE maintiennent leur mot d'ordre de grève. Hors de question pour l'État d'accorder plus de 10% des actions dans la gestion de l'eau. Le ministre de l'eau se veut ferme, Serigne Mbaye Thiam, après 2 tours d'horloge avec le syndicat autonome des travailleurs de la SDE, a prévu une autre audience pour ainsi poursuivre les négociations avec la SONES et l'ONASA. L'audit de l'Institut de prévoyance des retraités du Sénégal, c'est ce que réclame le cadre unitaire des retraités de l'IPRES. En tournée à Richard Toll, ces retraités ont sonné la mobilisation pour que leurs doléances soient prises en compte. La prise en charge des urgences devient une obligation dans les établissements publics sanitaires. Cela après le mot d'ordre de la mort d'Ousseynou Diagne, rejeté par 9 hôpitaux après un accident dans la circulation. La directrice générale des établissements publics de santé annonce d'autres mesures d'urgence. Dr Fatou Mbaye Sylla d'informer qu'une enquête est diligentée et sera bientôt bouclée et remise à l'autorité compétente. Louga, cet appel au respect du verdict dans l'affaire des talibans enchaînés à Ndiagne, une délégation du khalife général des Mourides s'est rendue dans la région du Niambour pour un message de paix à l'endroit des fidèles Mourides. Lionel Messi remporte pour la 6e fois le Ballon d'Or. L'international sénégalais Sadio Mané occupe la 4e place derrière son coéquipier à Liverpool Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo de la Juventus de Turin. Sadio Mané serein compte travailler dur pour prochainement gagner plus de places. Il y aura le tour du web en classe, bonne santé et puis en fin d'édition, l'invité de RFM Soir, Ndate Diop reçoit Kibili Touré, administrateur général de Dakar, Bamako Ferroviaire. Technique Abdou Thiam, après 2 tours d'horloge d'entretien avec le syndicat autonome des travailleurs de la Société des eaux, la SDE, Serigne Mbaye Thiam renvoie donc l'audience à une date ultérieure, convaincu par les arguments avancés par le SAT-SDE. Le ministre de l'eau et de l'assainissement décide de poursuivre les négociations avec la SONES et l'ONAS pour pouvoir ainsi donner une suite favorable. Toutefois, le SAT-SDE informe maintenir son mot d'ordre. Compte rendu Moudjagagna. 10%, c'est le maximum que le gouvernement envisage d'octroyer aux travailleurs de l'ONAS, SONES et la SDE, suite à son entretien avec le syndicat autonome des travailleurs de la Société des eaux. Serigne Mbaye Thiam leur donne favori et décide de poursuivre les négociations avec les autres. Je pense que les travailleurs de la SDE doivent avoir la totalité des 10%, alors que l'État ne peut pas bouger. Et comme l'État avait donné sa parole aussi à d'autres segments du secteur, qui sont les travailleurs de la SONES et de l'ONAS, a besoin, tenant compte des arguments qui ont été développés par les travailleurs de la SDE, qui sont des arguments qu'on peut entendre, qu'on peut comprendre dans un sens d'équité et de justice. Nous avons retenu de discuter avec les autres parce qu'on ne veut pas prendre des décisions derrière eux. À leur niveau, le SAT-SDE, qui s'était campé sur sa position de recevoir 15%, réclame maintenant 10%. Toutefois, les travailleurs maintiennent leur mot d'ordre. Quand on doit trouver une clé de répartition, quel que soit le montant, que ça soit 10%, soit 15%, on ne peut pas ignorer les effectifs de ces travailleurs-là. On ne peut pas ignorer aussi les efforts qui sont faits en interne pour produire ces résultats. Et c'est ça le débat sur lequel on a beaucoup épilogué. Mais nous, en venant ici, on n'avait pas le mandat de discuter au-delà de cette clé. Bien qu'il n'a pas encore trouvé de consensus avec le SAT-SDE, Serigne Mbaye Thiam affirme avoir validé leur requête d'avoir un représentant au conseil d'administration. Le ministre de l'eau et de l'assainissement dit ne pas fermer ses portes pour le dialogue, donc pour dialoguer avec les travailleurs de la SDE en grève depuis ce matin, mais il martèle que l'État ne peut pas faire accorder plus de 10% des actions. Serigne Mbaye Thiam donc invite les travailleurs de la SDE à savoir raison garder. Mohamed Ali Mouba a suivi l'adoption du projet de budget du ministère de l'eau et de l'assainissement compte rendu. Le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, se dit disposé à continuer le dialogue avec les travailleurs de la SDE, mais il n'est pas question, selon lui, de faire marche arrière concernant la part d'action qui leur est accordée. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est que le gouvernement a fait des pas et eux, ils sont restés sur leur exigence de 15%, sans faire de contre-proposition
à 12, à 11 ou bien à 13%. Ils sont restés sur leur position. À mon sens, ce n'est pas une attitude dans le cadre d'une négociation. Et aujourd'hui, il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas les seuls déterminants dans la décision. Il y a les partenaires avec lesquels on s'est engagé depuis 2007 sur la répartition du capital. Il y a aussi les travailleurs de la SONES et de l'ONAS avec lesquels aussi on a discuté. On ne peut pas éteindre un feu et en allumer d'autres. Pour assurer la continuité du service, Serim Mbaye-Thiam assure que les gouverneurs et autres préfets ont recouru à la méthode de la réquisition. Le droit de grève s'accompagne d'une possibilité de réquisition et les autorités administratives, préfets, gouverneurs ont réquisitionné les travailleurs de la SDE qui sont dans le secteur technique et de l'exploitation pour assurer la continuité du service public de l'eau. Les discussions se poursuivent cet après-midi du lundi. Le budget du ministère de l'eau et de l'assainissement a été arrêté à plus de 113 milliards de francs CFA. Dans les 3 prochaines années, plus de 1000 milliards vont être consacrés aux investissements dans le cadre de la réalisation des programmes en cours. Et concernant la prise de service de Suez, ce sera en janvier 2020. L'État est en train de terminer la transition avec la SDE, assurance de Serim Mbaye-Thiam qui s'exprimait dans le cadre du contrat d'affermage Suez avec l'État du Sénégal. RFM, la radio autrement. Le cadre unitaire des retraités de l'IPRES, pas content du fonctionnement de l'institution et exige son audit. En tournée à Richard Toll, ces retraités sonnent la mobilisation autour du cadre unitaire pour que les doléances soient prises en compte par leur administration. Ces retraités comptent mener le combat partout au Sénégal, nous dit Mamadou Diagne. Le cadre unitaire des retraités de l'IPRES tire la sonnette d'alarme. Selon son président Brahim Fall, l'institution est sur une mauvaise pente, raison pour laquelle ses allocataires réclament des changements. Aujourd'hui, on voulait quand même qu'un changement soit opéré au niveau quand même de l'administration, au niveau quand même de la santé. On a des doléances et après avoir... aujourd'hui, on a des problèmes quand même dans le domaine des pensions. On a aussi des problèmes au niveau quand même de la médicamentation. Parce que vous savez que les pensions sont tellement petites. Ce qui nous dérange un peu, c'est la rareté des médicaments. Parce que d'après le directeur général, il nous a dit qu'en fait, à chaque fois, il dégage une valeur de 4 milliards pour la médicamentation. Mais les allocataires ne s'y voient pas tellement. Ainsi, pour que ces retraités puissent se sentir dans cette institution, le président du cadre unitaire, Brahim Fall, prône la mobilisation et la sensibilisation, d'où l'importance de ces tournées nationales. Tout à fait, parce que c'est la raison pour laquelle on est en train de, quand même, de faire la tournée à travers le Sénégal. Aujourd'hui, on est à El Château. C'est pour informer au mieux les allocataires, les édifier quand même sur la situation qui prévaut. Alors maintenant, après tout cela, on va dire maintenant aux allocataires de se mobiliser, d'être quand même sur un même point et de tirer quand même en tir groupé pour vraiment éradiquer quand même certaines difficultés. Ces retraités exigent l'audit de l'institution car, disent-ils, la boîte est mal gérée par les responsables et que ce sont les retraités qui en payent les pots cassés. Mamadou Diagne, Richard Toll, Radio Futur Média. La ratification de la Convention 176 qui prennent en compte la santé et la sécurité, une réclamation des travailleurs du secteur des mines. Ils estiment qu'ils sont maltraités et que seuls les bailleurs et actionnaires sont les bénéficiaires de ce secteur. Les travailleurs des mines de 9 pays africains se réunissent à Mbour pour trouver des solutions à leurs problèmes. Seyni Mbaye Ndiaye, secrétaire général des travailleurs des industries diverses du Sénégal, au micro d'Abdourahmane Diallo. La protection sociale, c'est un élément très important parce que c'est pourquoi aujourd'hui on est en train de faire un plaidoyer au niveau du gouvernement du Sénégal pour la ratification de la Convention 176. Qui prend en compte l'aspect santé et sécurité dans le secteur. Bon, nous avons vu aussi que pendant les 3 ans, il y a eu vraiment au niveau du travail une certaine précarité. Il y a aussi la sous-traitance. Donc sur ces questions-là, je pense que pendant les 5 jours, on va voir ensemble quelles sont les stratégies qu'on va mettre en place pour éradiquer quelques phénomènes qui sont en train de tuer les travailleurs, entre guillemets. Comme vous le savez, dans les entreprises minières, il y a beaucoup de sociétés de sous-traitance. Mais nous avons 4 travailleurs. Il y a un travail jaune, il y a un travail vert, il y a un travail bleu. Ils font le même travail, mais le salaire n'est pas le même. Mais c'est ça la sous-traitance. Donc nous pensons que ça c'est une injustice que nous avons le devoir en tant que syndicat de combattre.
Les urgences dans les établissements publics sanitaires seront désormais prises en charge pour sauver des vies. Dr Fatou Mbaye Sylla dit regretter la mort d'Ousseynou Diagne après avoir été rejeté par 9 hôpitaux. L'enquête est diligentée et sera bientôt bouclée et remise à l'autorité compétente, rassure la directrice des établissements publics de santé. Dr Fatou Mbaye Sylla ajoute que d'autres mesures d'urgence ont été prises. Il est au téléphone, nous l'écoutons. Non, l'enquête a été diligente. Vous savez, quand même, il y a des procédures. Dès que ça a été fait, on l'a entendu dans la presse, on a mené une enquête, mais une enquête c'est de savoir exactement ce qui s'est passé, mais il faut aller plus profondément par rapport à retracer le dossier du le malade, par où il est passé, qu'est-ce qui a été fait, etc. Ça, quand même, pour prendre des mesures, il faudrait avoir des informations fiables et factuelles. Donc, je crois qu'il faut le faire. On est en train de le faire peut-être dans les meilleurs délais. Le rapport sera disponible et présenté à l'autorité qui prendra toute la latitude et toutes les décisions qui suivent. Nous nous sommes rencontrés avec l'ensemble des directeurs. Nous avons discuté avec le SAMU et l'ensemble des directeurs sur comment gérer maintenant les urgences. À l'état actuel des choses, dans les prochaines semaines, les jours, à l'instant où nous parlons, jusqu'à ce qu'on commence à mettre en œuvre le plan de redressement, en tout cas le plan d'amélioration des urgences, il y a des mesures phares à prendre. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est des mesures techniques sur comment le malade sera accueilli, comment il sera géré, comment la référence va s'organiser. Ce qu'on voudrait, que tout malade qui rentre dans la structure soit à la fête de la structure. Donc ça, c'est une première mesure phare. Maintenant, la régulation se fera à l'intérieur de la structure et entre les structures elles-mêmes, mais pas entre le malade et la structure. Donc ça change radicalement l'approche de la prise en charge des urgences. Il est 22h12. RFM 94.0, la radio en puissance. Seydou Nourouba. Abdou Thiam à la technique. Une délégation du Khalif général des Mourides s'est rendue à Louga pour délivrer un message de paix aux fidèles Mourides. Il est demandé à ces derniers de respecter le verdict de la justice dans l'affaire des talibés enchaînés à Ndiagne. À la tête de la délégation, Serigne Mamor Mbaké, mais message délivré par Serigne Mohamed Mbaké au micro d'Abraham Poulpouy. Pour dire aux fidèles que concernant l'affaire Serigne Khadim Gueye, le maître coranique, le 4 décembre prochain, le jour du verdict, que les fidèles mourides ne tombent pas dans la violence. Le Khalif général, comme il l'avait annoncé, il œuvre, il travaille concernant le dossier. Le Khalif demande de l'écouter car il est un artisan de la paix et il appelle les fidèles à œuvrer pour la paix. Le Khalif général est catégorique, il est en train de gérer le dossier à sa manière. Il a discuté avec les autorités compétentes, donc nous devons nous plier au ndigal. Serigne Touba était un homme de paix et sa famille œuvre pour la paix et elle appelle les fidèles à la paix. Aujourd'hui, c'était juste de réitérer les propos du Khalif. Il l'avait dit, il travaille sur le dossier. Demain, mardi 3 décembre, c'est l'ouverture officielle de la campagne de commercialisation de l'arachide dans l'arrondissement de Toubacouta. C'est à Fatick, donc la traite a démarré depuis plusieurs jours. Le kilogramme d'arachide est vendu à 250 francs CFA ou plus dans beaucoup de sites. Producteurs et commerçants jugent insuffisant le prix fixé par l'État, nous dit Aminata Goudiaby. Sur une des places publiques de la commune de Kersaloum, Diané Mbaye Cissé, la cinquantaine collecte des graines d'arachide. C'est un commerçant qui achète le kilogramme d'arachide à 250 francs pour le revendre à un prix un peu plus élevé à des opérateurs. L'arachide, c'est vraiment notre business. Cela nous permet de régler tous nos problèmes. Moi, j'achète le kilo à 250 et je le revends à plus. Un de ses clients, Moussa Touré, vient de la commune voisine, Nioro Alassane. Il dit avoir déjà acheté plus d'une tonne d'arachide depuis le début des récoltes. Moi, cette arachide que j'achète, je vais la décortiquer et je vais revendre le kilo à 400, 410 ou même 420. La campagne de commercialisation de l'arachide démarre officiellement ce mardi, mais beaucoup d'agriculteurs de l'arrondissement de Toubacouta ont déjà commencé à écouler leur production. Les 210 francs fixés par l'État pour le prix au kilogramme semblent insuffisants à leurs yeux. Cette année, il n'y a pas eu beaucoup de rendement. Et donc, si on veut nous faire vendre notre arachide à 210 francs le kilo,
cela ne va pas nous arranger. Abdoulaye Ndiaye est producteur. Il est par ailleurs le maire de la commune de Keur Samba Gueye. Est-ce qu'il est nécessaire même de démarrer la campagne? Les opérateurs passent leur temps à aller directement rencontrer les producteurs et l'acheter à des fois plus de 250 francs le kilogramme. De ce fait, il n'y aura pas de produit. Au niveau des points de collecte, plus grave, il n'y aura pas de semences l'année à venir. Cependant, beaucoup de cultivateurs se veulent prudents. Une partie de leur récolte sera vendue dans les points de collecte pour ne pas être privés de semences à la prochaine campagne agricole. Aminatou Goudiaby, Fatick FM. Kaolack, pour parler d'éducation, les élèves de l'école primaire Amadou Tanordien ont boudé les salles de classe à cause des eaux usées et qui ont envahi la cour. Leurs parents ne veulent plus les voir cohabiter avec un environnement scolaire dégradant après plusieurs démarches sans succès. Ces parents d'élèves donc en complicité avec les enseignants ont demandé aux élèves de quitter l'école jusqu'à ce que la cour soit vidée et désinfectée. Ibrahima Diamé. Tel un lac sauvage qui tarit la cour de l'école primaire Amadou Tanordien du quartier Passoire de Kaolack, envahi par des eaux usées mais mal à l'aise, enseignants et élèves, et indispose les parents d'élèves. Ibrahim Ndiaye, président du comité de gestion de l'école. Ce qui se passe, c'est que nous vivons dans une situation vraiment difficile, extrêmement difficile, parce que d'habitude, on cohabitait avec les eaux de pluie, mais cette année, la donne a changé, parce que il y a les eaux usées de l'ONAS qui se sont infiltrées, n'est-ce pas, au niveau de l'école. Et ça pose un vrai problème de santé publique. Conscients justement des risques de maladies qu'encourent les enfants, ils ont fait sortir les élèves des salles de classe pour alerter l'autorité. Ah oui, nous avons pris la responsabilité de demander aux enfants de rentrer parce que cette situation-là est déplorable. Les enseignants sont là et nous devons veiller à la sécurité, n'est-ce pas, de ces enfants, de nos propres enfants et à la sécurité, effectivement, des enseignants. Et cela jusqu'à quand vous allez... Alors maintenant, l'inspecteur nous a promis qu'il va reprendre encore son bâton de pèlerin pour demander aux autorités de venir. Il nous a promis que les équipes techniques passeront aujourd'hui. Outre ce problème d'insalubrité, l'école Amadou Tanordien se caractérise par la vétusté de ses salles de classe. Les fenêtres et les portes complètement délabrées sont rongées par le sel. Les parents d'élèves lancent ainsi un appel aux autorités pour la réhabilitation de cet établissement. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. Et en plus bref, avant d'accueillir Abdou Diouf Junior pour la page des sports, reprise des opérations de désencombrement à Dakar en présence du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique demain à 22h, avenue Malexi, rond-point Sirnos et port de Dakar. Mercredi, même heure, c'est autour de l'avenue Besdiagne et de la Grande Mosquée de Dakar. Jeudi, toujours à 22h, Rebeuss et les alentours du palais de justice. Le communiqué du ministère de l'Urbanisme et de l'Hygiène publique parvenu à notre rédaction informe que les sommations d'usage ont été faites par le préfet de Dakar dans les délais requis. Et nous accueillons Abdou Diouf Junior pour la page des sports. Bonsoir Abdou. Bonsoir Elhadji Seydou Nourouba. Football, Ballon d'Or, France Football, Sadio Mané n'est pas sur le podium. La star sénégalaise de Liverpool termine 4e. Le monstre du football s'appelle Lionel Messi. Il a remporté son 6e trophée. Virgil van Dijk récompensé pour ses performances. Ronaldo termine 3e et bout de la cérémonie. Voilà ce qu'il faut retenir de ce Ballon d'Or 2019, cette cérémonie qui a eu lieu à Paris. Plus de détails avec Malal Junior Diagne. Sadio Mané finit sa course au Ballon d'Or à la 4e place du podium. L'attaquant sénégalais de Liverpool a été l'absent le plus présent à la cérémonie de remise de ce trophée à Paris. Un Ballon d'Or remporté par Léo Messi qui en totalise désormais 6, devenant ainsi le joueur qui a remporté le plus de Ballons d'Or sur la planète football. Il devance au podium Virgil van Dijk, le défenseur central de Liverpool, qui arrive 2e au classement. Cristiano Ronaldo, l'éternel rival de Lionel Messi, termine sa course lui à la 3e marche du podium. Une cérémonie de remise du trophée du Ballon d'Or marquée par la victoire de Alisson Becker qui a remporté le trophée Lau Yashin, récompensant le meilleur gardien d'Europe, et le prix qui célèbre le meilleur jeune footballeur d'Europe, le trophée Copa, a été remporté par le néerlandais De Ligt de la Juve. Mais ce trophée remporté par Lionel Messi, 6e Ballon d'Or du nom, va faire couler beaucoup d'encre puisque dans le monde du football, beaucoup ne sont pas d'accord sur ces résultats.
2019. Oui, il y a eu beaucoup de polémiques Abdou Diouf Junior. Mais Sadio Mané, une 4e place et le trophée Fair Play. Fair Play, oui, parce que la star sénégalaise a posté une vidéo tout souriant. Dans cette vidéo, Sadio Mané qui regrette son absence à Paris, pas pour des raisons plutôt personnelles, mais plutôt pour des raisons de calendrier, des raisons sportives. Il donne rendez-vous donc aux fans en 2022. Nous l'écoutons. Salut à tous, c'est Sadio Mané. J'aurais aimé être là avec vous, mais malheureusement mon calendrier ne me le permet pas puisque j'ai un match ce mercredi. Et je dis bravo aux vainqueurs. On se donne rendez-vous l'année prochaine. J'essaierai d'être là et peut-être pour soulever le ballon d'or. Inch'Allah. À bientôt, bye. Bonne soirée à tous. C'est ça, il veut soulever le ballon d'or, comme l'a voulu Kalidou Koulibaly qui termine malheureusement à la 24e place. Mais attention, c'est une nouveauté. Il entre dans l'histoire parce que c'est le seul Sénégalais, le défenseur sénégalais, à occuper ce rang. Il est parmi les 30 meilleurs footballeurs d'Europe la saison écoulée. Mohamed Salah est 5e, Pierre-Emerick Aubameyang 20e, Matthijs de Ligt, le jeune néerlandais, vainqueur du trophée Copa, qui récompense le meilleur jeune et succède ainsi à Kylian Mbappé. L'américaine Megan Rapinoe, sans surprise, remporte le ballon d'or féminin. Alisson Becker, consacré pour son incroyable saison, il devient donc le meilleur gardien de but de la saison écoulée. Il a donc été le meilleur gardien de but justement, ce qui traduit un peu les belles performances de Liverpool cette saison. Parlons du championnat populaire Ndoyen qui est sans stade municipal. Cette commune du département de Kébémer demande de l'aide pour la construction de cette infrastructure, un stade municipal, un stade fonctionnel, pour permettre à sa jeunesse de vivre sa passion. L'appel a été lancé par le maire de Ndoyen lui-même, Mamadou Ndoye, que je vous propose d'écouter avec Abraham Poulpouy. Depuis des années, donc, c'est vient de l'Alliance. Les jeunes n'ont cessé de revendiquer ça, donc la construction du SAP. Nous avions saisi le ministre des Sports et nous aussi lançons aussi un appel au ministre Matarba, vraiment qu'il nous tienne pour qu'on puisse avoir un SAP où qu'on puisse vraiment dérouler ces matchs. Parce que vous voyez que la situation, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, donc c'est pas favorable pour organiser des navetans. Le terrain là, donc, c'est une délibération de la culture. Nous avons délibéré, c'est la culture qui a vraiment aménagé le terrain avec des camps, avec des dotations, des filets et tout. Donc la commune a fait ce geste, mais avec les moyens qui sont insuffisants, donc la culture ne peut pas construire. Autant avec le Pendel, que nous lançons un appel au président pour que vraiment qu'il renforce le Pendel, parce que c'est un fonds qui accompagne les cultures, qui nous permettrait vraiment de faire de gros investissements. Mais actuellement, avec les fonds de concours, qui a eu une hausse depuis l'avènement de Macky Sall, qui a fait un apport considérable envers les collectivités territoriales avec la FEL. Ça, c'est pour appuyer les collectivités territoriales. Et nous voudrions vraiment qu'il renforce le Pendel pour qu'on ait plus de moyens pour faire de gros investissements. Parce qu'un stade, c'est un gros investissement. Mais n'empêche, nous demandons encore vraiment le soutien du ministre des Sports, M. Matarba, pour qu'on puisse construire vraiment ce stade. Abdou Diouf Junior, le karaté est une discipline qui est très riche. Alors, qui a même des sous-disciplines, une autre va s'ajouter et sera lancée ce mardi. Il s'appelle le Royal Defense System, c'est le nom de cette discipline. Elle vient confirmer l'ouverture et la richesse des arts martiaux. Le RDS rejoint la Fédération sénégalaise de karaté et disciplines affiliées, un sport de combat qui intègre beaucoup de coups et d'armes. Les explications de Sensei Yatmolo, vice-président de la Fédération sénégalaise de karaté et chargé de la communication. Au Sénégal, nous allons bénéficier d'une nouvelle discipline. C'est une nouvelle discipline martiale qui a été créée par El Khalif et actuellement il est à Dakar. Je pense que ce sera l'occasion de découvrir une nouvelle discipline qui vient s'ajouter à toutes ces disciplines qui sont au Sénégal. C'est un sport de combat où il y a beaucoup de coups de coude, de coups de poing, de coups de genoux, de coups de pied. En plus des armes à utiliser, des armes blanches, couteaux, bâtons longs, bâtons courts, pistolets, etc., etc. Alors, c'est une discipline qui a déjà connu le Sénégal, mais l'information, c'est l'affiliation de ces disciplines à la Fédération sénégalaise de karaté. Et je pense que c'est important, après le Kumindao et le Krav Maga, le Kumindao et le Kali Arni, c'est la troisième discipline affiliée à la Fédération sénégalaise de karaté. Alors, le président, le responsable fondateur est à Dakar et devra expliquer en tout cas le programme, d'autant plus qu'il est prévu quelque chose pour ceux-là qui veulent
apprendre à se défendre ou à faire de la protection rapprochée à l'île de Ngor, à différents coins de Dakar. Voilà, je pense que au point de presse, on sera beaucoup plus dans les détails. Dans les détails demain donc, cette discipline, le Royal Defense System, qui va être lancée au siège de la Fédération sénégalaise de karaté et disciplines affiliées, ce sera au stade Demba Diop. Son fondateur, Maître Amine El Khalifi, va animer la rencontre avec la presse aux côtés de son assistant Mohamed Djelassi. C'est la fin? Oui. Merci à vous, Abdou Junior. Le tour du web sur RFM. C'est l'affaire d'Abdoulaye Diop. Bienvenue. Une fois n'est pas coutume, nous démarrons ce tour du web par du sport avec le trophée du Ballon d'Or France Football 2019. Sans surprise, c'est Lionel Messi qui a été sacré. Il remporte son 6e Ballon d'Or de sa carrière. Sadio Mané, qui a brillé de par son absence, est arrivé seulement 4e du classement derrière Cristiano Ronaldo. L'information est presque sur tous les sites d'information. Pendant ce temps, Guy Marius Sagna et compagnie ont bénéficié d'un retour de parquet après leur face-à-face avec le procureur. L'information est sur Dakaractu.com qui fait savoir que leur garde à vue à la sûreté urbaine a été prolongée. Par ailleurs, IGFM.sn informe que France Dégage Sénégal, notre priorité gilet rouge, Forum social sénégalais Nitu Deug ont convoqué un rassemblement populaire d'envergure le 13 décembre prochain pour exiger la libération de Guy Marius Sagna et ses camarades, mais également contraindre le gouvernement à retirer la mesure d'augmentation du prix de l'électricité. La problématique de l'eau à Touba s'est invitée au vote du budget du ministre de l'eau et de l'assainissement à l'Assemblée nationale, et à ce sujet, les députés estiment qu'une bonne communication pour inviter la population à Touba à payer l'eau est la solution pour régler le problème dans la ville sainte, nous dit Actizen.sn. Seneur.com annonce que le deuxième Airbus 330 Neo de la compagnie Air Sénégal SA va être réceptionné mercredi prochain par le président Macky Sall. La cérémonie est prévue au pavillon présidentiel de l'aéroport international Blaise Diagne. Sur l'RL.net, ce sont les syndicats du secteur minier qui demandent la ratification de la Convention 176 qui prend en compte l'aspect santé et sécurité dans ce secteur. Sur l'international, au Gabon, africanews.com informe qu'après avoir perdu son poste de directeur de cabinet du président gabonais et avoir vu plusieurs de ses proches arrêtés dans le cadre d'une opération anticorruption, Brice Lacruche a été écarté du gouvernement lundi. Le tour web, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Abdoulaye Diop. Suite F1 de notre focus sur le renforcement pédagogique à domicile. Après les parents et les élèves, la parole aujourd'hui aux répétiteurs, c'est-à-dire ceux qui dispensent des cours de renforcement. Comment s'y prennent-ils et parviennent-ils à s'en sortir? C'est un reportage de Ndongoka. Entre les cours de renforcement organisés dans les quartiers et ceux dispensés à l'école par un enseignant de profession, M. Ba note la différence. Il est professeur de lettres au CM Tijani de Pikine. En général, au niveau des quartiers, ce sont des jeunes gens amoureux de l'enseignement qui ont déjà des connaissances livresques ou académiques et qui sont très très disponibles pour ces enfants-là. Ils peuvent les aider, mais ils peuvent aussi rencontrer des difficultés parce que ce sont des gens qui n'ont pas été formés aux approches pédagogiques. Ils peuvent rencontrer des difficultés de la façon dont ils vont installer les compétences qui sont demandées. Mais les cours de renforcement qui se font à l'école produisent beaucoup plus de résultats parce que là-bas, ce sont des enseignants qui sont déjà rompus à la tâche. La tâche requiert aussi une démarche méthodologique. C'est que selon Moucheba, le répétiteur doit éviter de saturer l'élève. Si le spécialiste le fait, qu'il ne reconduit pas le cours fait le matin. Quand il le reconduit, il va bourrer l'élève. Il prend juste quelques aspects qu'il place. C'est-à-dire comment résoudre ceci, comment résoudre cela, comment résoudre ça. S'il résout ces 2 ou 3 objectifs, le cours aura déjà été totalement compris. Les cours de renforcement réunissent souvent des élèves venant de différentes écoles, ce qui nécessite une évaluation préalable. L'enseignant qui reçoit des élèves qui viennent de différents horizons, il doit d'abord faire ce qu'on appelle l'évaluation diagnostique, voir à travers une série de questions orales et écrites où est-ce que ces élèves ont des difficultés, où est-ce qu'il faut les aider davantage. Ça, si un enseignant ne sait pas le faire, c'est qu'il va certainement un peu plus tard buter sur des problèmes. L'objectif des cours de renforcement est de faciliter aux élèves la compréhension des leçons reçues en cours du jour. Les répétiteurs doivent avoir une bonne pédagogie et c'est la conviction de l'inspecteur de l'enseignement à la retraite, El Jindaou. Quand on parle de renforcement pédagogique, cela sous-entend que déjà, il y a quelque chose qui est installé. Il y a un acquis. Peut-être qu'on pense que l'acquis n'est pas encore bien fixé ou pas et on parle de renforcement pédagogique. En pédagogie, on dit que évaluer, c'est évoluer.
Donc il faut partir de ce qui est acquis pour pouvoir dépasser cela et aller vers d'autres acquisitions. Donc les répétiteurs, ils doivent d'abord savoir que on ne peut pas installer une connaissance sans partir de ce que l'apprenant sait déjà. C'est à partir de là que l'on construit un nouvel apprentissage et autres. Donc, le répétiteur doit être un pédagogue. Et puis, dans la rubrique découverte, nous présentons aujourd'hui l'école élémentaire de Ndendekat située dans la commune de Mboro, département de Tivaouane. Dans cet établissement, les mariages précoces sont un réel problème, nous dit Cheikh Anta Diop. Mboro Ndendekat, un village situé sur le littoral à 9 km de Mboro-sur-Mer. Cette localité ne dispose qu'une seule école élémentaire avec 12 classes. Dans le cadre d'une conférence organisée par le réseau des associations pour le développement de la zone d'Enyai sur un thème majeur, l'éducation des enfants, le directeur de l'école élémentaire Ndendekat, Ousmane Nyon, en a profité pour mettre sur la table les difficultés rencontrées par les enseignants. Les mariages précoces constituent un facteur bloquant. Le mariage précoce, c'est une réalité. Même dans mon école, je tenais une classe de CM2. J'avais 2 filles qui étaient mariées. D'ailleurs, il y a l'une d'entre elles qui a réussi à son CFE. Bon, l'autre, pratiquement, elle n'est pas passée. C'est une zone qui est particulièrement composée de mes parents Peuls. Le mariage précoce, on sait en fait que c'est une réalité chez les Peuls, chez les Alpulaar. Au-delà de ce fait, certains enfants quittent très tôt l'école. Dans ces zones, les enfants sont dans les champs. Et la réalité ici, en Ndendekat, il y a à certaines heures, les enfants préfèrent aller au bord de la mer, cueillir quelques poissons et les vendre. Ça impacte sur le niveau des élèves, les parents, parce qu'ils disent que l'éducation française pervertit l'enfant. Alors nous, on a une double casquette, on entre dans les maisons, on essaie de mener une sensibilisation ou bien on convoque les parents pour leur dire qu'au contraire, l'école française, c'est pour vous assurer une vie professionnelle future. Réseau des associations pour le développement de la zone d'Enyai, de concert avec les enseignants de cette localité, a démarré une campagne de sensibilisation pour inciter les parents à amener leurs enfants à l'école. Merci à Cheikh Anta Diop et à Ndongoka. Ainsi se referme en classe. Rendez-vous la semaine prochaine. Santé Salimatao. Bienvenue. Le sida fait des ravages chez les tout-petits. Plus de 100 000 enfants perdent la vie chaque année en Afrique de l'Ouest. Dr Mamadou Lamine Sakho, conseiller régional ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest. Les enfants qui ont le VIH-Sida ont été estimés à 1 700 000 enfants. Les enfants qui sont nouvellement infectés au cours seulement de l'année 2018 ont été estimés à 160 000 et ceux qui sont décédés de VIH-Sida au cours de l'année 2018 à 100 000 enfants. Ça veut dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au plan de la sous-région, l'épidémie de VIH continue. Le mode de transmission chez les enfants, c'est particulièrement parfois de la mère à l'enfant. C'est également au cours de la grossesse ou bien au cours de l'accouchement. Et l'enfant est victime d'une situation d'infection de façon innocente. La prise en charge de ces enfants reste la principale difficulté, mais aussi la disponibilité des médicaments. Elle est extrêmement difficile également. Les enfants ont besoin de médicaments antirétroviraux dont les présentations ne sont pas forcément disponibles en forme de sirop ou de suppositoire. Et c'est pour cela que la prise en charge n'est pas facile. Mais quand même, elle se fait. La prise en charge, elle est médicale. Il faut d'abord le diagnostic. Il faut avoir un équipement et un personnel qualifié pour chercher dans le sang de l'enfant et de la mère le virus du sida afin de garantir le diagnostic. Pourtant, cette contamination peut être évitée si la maman infectée suit normalement son traitement, ajoute le docteur Mamadou Lamine Sakho. La transmission de la mère à l'enfant, si la mère est séropositive, est estimée à 22% de le donner à son enfant. Alors qu'au moment où je vous parle, il y a des médicaments qui sont disponibles qui peuvent rompre la transmission de la mère à l'enfant. Donc nous devrons encore une fois demander à nos gouvernements de faire encore de l'effort pour que cette transmission soit totalement nulle et arrêtée et définitivement stoppée. Et c'est possible. Les spécialistes invitent le gouvernement à redoubler d'efforts en ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant. Une priorité, indique le docteur Mamadou Lamine Sakho. C'était tout pour Bonne Santé Bébé. Et le signé Abdoulaye Sissé. Bien sûr, c'est tout ce qu'il faut éviter, l'accoutumance au scandaleux au point de ne plus s'indigner. On ne sait même plus s'il faut s'indigner des agissements du régulateur qui se signale et qui s'impose à nous quand on ne l'a pas sonné,
ou plutôt de ce qu'il nous permet de voir l'étendue des dégâts dans la conduite des affaires publiques et de la prévarication de nos ressources et à tous les niveaux. On fait vraiment joujou avec notre argent et ça devient grave qu'on ne soit même plus choqué. Tant pis finalement si on s'habitue pour ne plus s'indigner, mais comme le dit un proverbe wolof dans sa traduction littérale, les propos d'un tel ne valent pas de chicoter son enfant, tellement la parole du régulateur est discréditée. Et d'ailleurs, c'est écrit d'avance que toute cette semaine, on aura droit à la litanie habituelle de tous ceux qui sont épinglés qui viendront contester le fond et la forme des rapports qui ont abouti aux constatations de l'ARMP sans que l'on ne puisse dire au final qui a raison, qui a tort. Ces paroles pas crédibles contre personnalités discréditées, kiff alors. Tant pis parce que dans le Sénégal de novembre 2019, il y a finalement des choses beaucoup plus graves et qui vous glace le sang. Heureux qui, comme ceux qui n'ont pas écouté le récit de Hassan Diagne, ce grand bonhomme de la banlieue nous racontait les minutes de la mort de son frère jumeau Ousseynou, 39 ans, victime d'un accident de la circulation le 27 octobre au croisement Keur Massar. Un véhicule de l'armée sénégalaise est entré en collision avec un car Ndiaga Ndiaye. Ousseynou s'en tire avec les jambes broyées, fractures ouvertes. Son calvaire ne faisait que commencer. Son évacuation sanitaire pour le sauver est digne d'un traquenard. Les pompiers ont dû vider le réservoir de carburant tellement on les a ballottés de structure hospitalière en hospitalière sans qu'aucun service d'urgence ne daigne voir le patient accidenté. L'hôpital de Grand Yoff ex-CTO a prétexté n'avoir pas la logistique pour prendre en charge cet accidenté désespéré. Direction l'hôpital principal d'abord, puis le Dantec, où il faut dire les choses comme telles. Le personnel trouvé sur place ce jour doit avoir une pierre à la place du cœur pour avoir refusé d'aider ce blessé et sa famille. On ne pourra jamais, certainement, reprocher à la clinique de la Madeleine, structure privée, d'avoir exigé le dépôt de caution d'1 million de francs pour admettre le patient. Évidemment que la famille de Ousseynou n'avait pas le million. Et je ne savais pas que dans ce pays, des malades en détresse pouvaient être orientés chez les policiers ou les gendarmes. En désespoir de cause, les pompiers, bravo à eux, ont trimballé le blessé accidenté d'abord au commissariat central, qui les envoie à la gendarmerie de Tchonk, où l'agent de garde leur demande de retourner à la gendarmerie de Keur Massar. Que n'aurait pas fait la famille et l'ambulance des pompiers pour sauver Ousseynou? Mais hélas, c'est sur l'autoroute à péage, direction, tenez-vous bien, la gendarmerie de Keur Massar, que le Seigneur a abrégé la souffrance sous les yeux de son frère jumeau. Ousseynou Diagne est mort par la négligence et la non-assistance des hôpitaux publics. CTO, hôpital principal et le Dantec. Me vint à l'esprit le j'accuse de Dreyfus. Et l'élégie pour Ousseynou est adressée au ministre de la Santé en premier. Ce n'est pas possible que cette affaire reste sans une enquête diligente. On n'a quand même pas le droit de mourir comme ça au Sénégal. Et n'oubliez pas, pendant qu'on y est, de faire dissoudre le fonds de garantie automobile dont la mission est de ne plus laisser les accidentés de la route sans les premiers secours. Un fonds de garantie qui ne garantit vraiment personne. Ibili Touré, administrateur général de Dakar Bamako Ferroviaire. Merci Seydouno Rouba. Vous l'avez dit, notre invité est Kibili Touré. Il est l'administrateur général de DBF, Dakar Bamako Ferroviaire, Sénégal-Mali. Monsieur Touré, bonsoir. Bonsoir Monsieur Diop, bonsoir à tous vos auditeurs, bonsoir à tous les Sénégalaises et à tous les Sénégalais. Et aux Maliens. Aux cheminots du Mali et du Sénégal et aux Maliens. Vous êtes administrateur général de DBF Sénégal-Mali depuis 1 an. Si vous dressiez un bilan, oui. Quel serait ce bilan? Bon, nous souhaitions avant tout remercier les 2 États du Mali et du Sénégal pour leur confiance et leur estime. Avec une pensée toute particulière pour mon grand frère, le président de la République Macky Sall du Sénégal, et mon oncle, le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, mais également les ministres de la tutelle technique et financière qui tous nous honorent de leur estime et de leur affection. Pour ce qui concerne le bilan, nous nous sommes efforcés avant tout de doter DBF d'une vision stratégique, parce qu'il était important de savoir où nous voulions aller. J'estimais que pour le court et moyen terme, il était vital, sinon
vital que nous reprenions nos activités de transport ferroviaire. C'est dans ce sens-là que nous avons élaboré et construit le plan de sauvegarde d'urgence et que les États ont soutenu ce plan de sauvegarde d'urgence pour être exécuté et appliqué dans l'horizon 2020-2022. Maintenant, parallèlement à ça, il y a le long terme qui a permis le lancement d'un processus avec la Banque mondiale, qui est un processus à la dimension des deux États, que les deux gouvernements, à travers les deux ministres de tutelle, continuent de porter. Et je pense que là également, nous avons à nourrir beaucoup d'espérance. Voilà. Mais le bilan, c'est aussi beaucoup de social. Sur le plan social, d'abord, nous nous sommes appesantis à ce qu'il n'y ait plus un seul agent qui soit payé par billetage ou qu'il y ait un seul agent qui ne soit pas doté d'un contrat de travail. Parce que c'est la première des dignités, c'était cela. Sur le plan social également, nous nous sommes appesantis à ne pas disons, créer de nouvelles dettes sociales, notamment sur les retenues associatives, que nous allons apurer cette semaine-ci pour ce qui concerne notre magistère. Également sur le plan social, c'est très peu de choses, mais c'est bien de le dire, car pour une entreprise comme DBF qui est en crise, l'avance Tabaski de cette année a été consentie de manière gracieuse aux travailleurs. Là également, nous avions sur le plan social toujours cette fierté de dire qu'à Thiès, vous avez l'ISEP. C'est l'une des rares institutions d'enseignement des métiers du ferroviaire. Et nous avons accueilli depuis 3 mois plus d'une trentaine de jeunes stagiaires que je recevrai, qui arrivent à la fin de leur stage de 3 mois, que je recevrai dans les jours à venir et avec lesquels je vais discuter des perspectives par rapport aux chemins de fer qui existent au sein des chemins de fer. Donc sur le plan social également, je pense qu'il y a plein d'autres motifs de satisfaction, notamment la mise en place, en tout cas autant que nous le pouvons, d'un processus de dialogue et d'échange avec les syndicats et les corps représentatifs des travailleurs. Maintenant, il y a parfois des soubresauts, mais c'est normal qu'il y en ait. C'est la maison d'Ibrahim Assar. Après, enfin, ce qu'on peut dire, c'est tous les chantiers de réforme par rapport aux opérations, par rapport au fonctionnement, par rapport à l'institution elle-même. Et sur le point de vue de la ligne, la réhabilitation de la ligne, et qu'est-ce que vous avez eu à faire? Parce qu'on sait que la ligne Dakar-Bamako, c'était pas tellement ça. Est-ce que maintenant le train peut circuler de Dakar jusqu'à Bamako? Je tiens d'abord et c'est encore le lieu de féliciter et de remercier l'État du Sénégal qui vient de nous confier l'exploitation et la maintenance de la nouvelle ligne métrique d'une valeur de 30 milliards de francs CFA que le chef de l'État, le gouvernement, a fait construire dans le cadre du projet TER. Ok, et cette ligne-là, elle va de Dakar jusqu'à Diamniadio. Donc clairement, la ligne de chemin de fer, aujourd'hui, elle fonctionne jusqu'à Thiès et au-delà, jusqu'à Tivaouane, puisque nos cousins, je dirais entre guillemets, de PTB, de la société anonyme du Petit Train Bleu, du Petit Train de banlieue, amènent les usagers jusqu'à Tivaouane. Et au-delà, vous avez le tronçon Tivaouane-Méhé, qui est une construction de GCO du minier Grande Côte Opération. Donc ça veut dire il faut que les Sénégalais comprennent qu'il y a des trains qui circulent. D'ailleurs, la nuit, vous entendez encore, si vous êtes habitant entre Thiès et Dakar, vous entendez les trains siffler. Donc Dakar-Bamako Ferroviaire a de l'exploitation au Sénégal. Maintenant, la problématique, c'était de réparer les tronçons défectueux entre Thiès et tout au moins Kidira. Et en cela, nous avons déjà entrepris la reconstruction du pont
de Touba Zamzam. Touba Zamzam est à proximité de Koussanar, sur le chemin de Tambacounda, mais c'était un ouvrage stratégique parce que c'était un ouvrage qui s'était effondré sur 80 mètres de longueur et sur 80 mètres de longueur effectivement et 8 mètres de profondeur. Donc c'était essentiel et c'était des voies de passage d'eau. Donc il fallait vraiment mettre là, investir dans la technologie, dans la connaissance et nous nous réjouissons que cet ouvrage-là, bien qu'il ait été réalisé par le groupe Eiffage, qui l'a fait à crédit parce que qui mise sur la faisabilité et sur l'exécution du plan de sauvegarde d'urgence. Je tiens à le dire et que Eiffage ne sera payé que sur les bénéfices tirés des recettes de l'exploitation. Donc ensuite, nous nous sommes tout de suite attelés à trouver une flotte de locomotives. Et j'annonce ici que nous avons signé un accord en Afrique du Sud qui dote Dakar Bamako Ferroviaire d'une flotte de 6 locomotives, 5 locomotives de transport et une 6e locomotive de manœuvre. Et là, nous remercions le ministre en charge, le secrétaire d'État, le ministre Mayacine Camara, en charge du réseau ferroviaire, qui a bien voulu faire le déplacement en Afrique du Sud pour pouvoir constater tout le sérieux et toute la robustesse de l'acteur ferroviaire qui nous accompagnera sur le volet matériel roulant, en attendant bien entendu que Dakar Bamako Ferroviaire puisse acquérir des locomotives supplémentaires en acquisition directe, parce que là c'est en maintenance, en location, maintenance, entretien. On voit que l'État du Sénégal est en train de jouer sa partition, de respecter ses engagements. Est-ce qu'il en est de même du côté des autorités maliennes? La question, vous pouvez la préciser parce que est-ce que réellement ce que vous êtes en train de faire au Sénégal, du côté du Mali aussi, il y a des travaux qui sont en train d'être faits et une volonté manifeste des autorités tout à fait. Clairement, le gouvernement du Mali a décidé de confier la mise en place d'un plan, de mettre en place un plan d'urgence aussi de travaux, parce que là également, il y a des urgences sociales, des urgences politiques, je dirais même dans le contexte du Mali. Il s'agit, on pourrait dire, d'une situation tout à fait justifiée en termes de sécurité nationale. Parce qu'en de nombreux endroits du pays, cette décision souveraine du gouvernement du Mali se justifie. Mais également rappeler que de toutes les façons, les deux États accordent beaucoup d'importance à la relance des chemins de fer. Maintenant, il faut comprendre que c'est un outil, ce sont des infrastructures qui demandent beaucoup d'argent. Donc, il y a là clairement l'impatience de l'opinion publique et plus particulièrement des acteurs que nous sommes et des cheminots, mais je puis vous assurer que chacun des deux États travaille à ce que la relance soit le plus rapidement effective. En tout cas, les deux États s'étaient engagés chacun à donner des milliards pour relancer les chemins de fer. Oui, en tous les cas, dans le travail que nous sommes en train de mener dans le cadre du plan de sauvegarde d'urgence, à ce stade-là, nous le menons avec le levier, comme je vous l'ai dit, du nantissement des bénéfices que nous allons tirer, disons, des recettes à venir. Parce que le plan d'affaires 2020-2022 que nous avons construit et qui soutient l'hypothèse du PSU révèle des perspectives économiques et financières très heureuses, avec un excédent brut d'exploitation entre 5 et 6 milliards l'an. Donc, ça veut dire que si nous arrivons à repartir, même à 30 km à l'heure, en tout cas sur l'axe Dakar-Kidira, on arriverait à des excédents bruts d'exploitation annuels de 5 à 6 milliards au minimum. En tant qu'administrateur général, tout ce que nous faisons actuellement dans le cadre du PSU, nous le faisons avec le levier du partenariat public-privé. Maintenant, au-delà de ça, je vous l'ai redit, les États sont... D'abord, l'État du Sénégal est très présent auprès de Dakar Bamako
ferroviaire parce qu'il nous accorde une subvention mensuelle qui permet de couvrir nos charges de fonctionnement, nos charges salariales et quelques dépenses courantes que nous sommes amenés à faire. Parallèlement à ça, depuis notre avènement, je tiens à le dire également que nous menons des discussions très, je le dis en toute amitié à mes homologues à la tête de GCO et du minier ICS, très amicales, très fraternelles, mais très franches, pour dire que l'infrastructure ferroviaire est au service de leur exploitation et de leur modèle économique. Et que donc, c'est important et qu'en retour, nous devons pouvoir tirer de cela des ressources qui nous permettent de financer, en tout cas de soutenir nos dépenses courantes. Et en cela, je pense que le gouvernement du Sénégal, encore en fin de semaine dernière, est présent à nos côtés et nous pensons aboutir en ce qui concerne les redevances minières à un accord équilibré pour Dakar Bamako Ferroviaire parce que tel était notre objectif en arrivant. La deuxième source de revenus, c'est le domaine ferroviaire. Là également, je tiens à préciser que sous notre magistère, nous n'avons pas encore levé un franc CFA. Parce que pour nous, il était d'abord important de faire un état des lieux, de regarder ce qui existe, ce qui est normal, ce qui n'est pas. Parce que dans ce qui existe, il y a des gens qui sont dans la normalité. Il y a d'autres qui sont dans la normalité. Il y en a qui le sont de leur propre fait, mais il y en a aussi qui le sont malgré eux, de bonne foi. Donc il était important de faire l'état des lieux sur le domaine ferroviaire et les ressources que nous pouvons en tirer, de présenter cette situation au ministre de tutelle et au gouvernement du Sénégal, ainsi qu'aux entités qui sont là représentatives des intérêts de l'État, même si DBF est totalement la propriété de l'État. Bon, donc c'est dire que là également sur ce deuxième volet, 2020 peut nous permettre de tirer des ressources sur le volet redevance de péage minière et redevance du domaine ferroviaire. Et sur cette base-là, notre objectif, c'est que nous puissions prendre en charge nos salaires pour soulager l'État du Sénégal. Ce bilan positif que vous venez de dresser, est-ce que les cheminots s'y retrouvent? Parce que souvent, on les entend râler, des grèves par-ci et par-là. Est-ce que réellement ce bilan reflète la vie réelle de la société par rapport à ces travailleurs? Si la question est de savoir quelle est l'appréciation que les cheminots ou l'encadrement des chemins de fer peuvent avoir sur le travail de leur administrateur général ou du capitaine d'équipe que je suis, je pense qu'il est beaucoup plus indiqué que même s'en exprimer. Est-ce que réellement ça se traduit dans leurs conditions de vie et de travail? À ça très clairement. Par exemple, comment cela se traduit? Il y a encore 72 heures, nous avons pris la décision de relever le salaire vraiment manifestement très bas de la grande majorité des travailleurs, des cheminots qui sont sur la voie. Cela de la police ferroviaire, cela de la direction des infrastructures qui veille sur l'outil, qui étaient dans des conditions salariales clairement très désastreuses. Et donc, c'est le travail mené depuis 1 an qui a permis de les relever du niveau 1 au niveau 5. Et je pense que ces gens-là, qui font près d'un tiers des cheminots, ne peuvent être que satisfaits de ce changement de conditions-là, parce que ça va concerner près de 30% de leurs ressources. Vraiment un changement très clair. Aussi, nous avons une attention particulière pour le passif social. Maintenant, j'entends dire qu'il y a un passif qui n'a pas été généré sous notre magistère. Ce que nous avons essayé de faire, et en bonne intelligence avec les cheminots, c'est de dire faisons de sorte de ne pas creuser un peu plus ce passif. Et je crois qu'avec mon directeur financier, cette semaine, nous allons, et l'ensemble de la direction, nous allons apurer toutes les retenues associatives qui ont été générées sous notre magistère. Et alors, cela nous permettra en 2020, ensemble avec les partenaires sociaux et les cheminots, de regarder avec l'État, qui est un partenaire, je le redis, c'est l'État qui soutient DBF depuis près de 2 ans. Nous allons voir avec cet État-là, mais également avec les partenaires multilatéraux, dont la Banque mondiale, qui accorde beaucoup de bienveillance, une attention bienveillante sur cette question, comment régler la question du passif social. Donc, je crois que clairement, il y a cet aspect-là, mais j'ai le sentiment que les cheminots, ce n'est pas seulement cet aspect purement matériel et pécunier. Il y a aussi cette préoccupation
très très fort de revoir leur activité redémarrer dans toute sa plénitude. Et c'est d'ailleurs à ce challenge-là que nous nous consacrons depuis 12 mois. Et c'est ça qui nous a permis de trouver cette flotte de matériel roulant. C'est ce qui nous a permis, avec le levier du partenariat privé. Je dis bien, c'est le PPP qui a permis de faire le pont et de Touba Zamzam, qui est un ouvrage, vous l'avez vu à la télé, le ministre a été l'inauguré, c'est un ouvrage fantastique et c'est même ce même PPP, ce même partenariat avec les privés qui a permis de nous doter d'une flotte de 6 locomotives qui sont en attente en Afrique du Sud. Le temps, troisième phase, dernière phase, de réparer les quelques tronçons défectueux et le directeur technique et ses équipes ainsi que certains partenaires sont revenus de Kidira il y a quelques jours et je pense que d'ici la fin décembre, je pourrai présenter au gouvernement du Sénégal une solution pour réparer les tronçons défectueux de la voie et si Dieu le veut, je l'espère, reprendre nos activités de transport ferroviaire dès 2020. Kibili Touré, la RFM vous remercie. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous, Ndate Diop, et à son invité Kibili Touré. On est un peu pris au collet. Le temps, on est à 4 minutes de 23h. Merci à